Binge audio. Nous faire justice, c'est une enquête sur toutes les façons possibles dont nous pouvons faire face aux violences de genre, à l'inceste, au viol, au féminicide et à toutes les violences intermédiaires qui permettent au pire d'advenir. Comme nous voyons bien que nos institutions policières et judiciaires ne parviennent pas à y faire face, dans ces conversations en public, je cherche avec des spécialistes, des boussoles et des outils qui nous permettraient de mieux prévenir, comprendre, voire réparer ces violences. Et parfois, on les cherche dans des disciplines assez éloignées du droit ou de la psychologie. Dans cet épisode, par exemple, ce sera avec les outils des historiennes. Alors, comment faire de l'histoire peut être l'une des façons de nous faire justice? Que signifie écrire l'histoire en féministe? Les 4 invités que vous allez écouter sont des chercheuses, des pionnières, des historiennes dont les travaux permettent de mettre à jour comment la silenciation et la domination des femmes et des minorités est rendue possible par la façon dont on raconte ou dont on tait l'histoire. Par exemple, en faisant croire que les femmes n'ont au fond pas d'histoire, ou que ce qu'elles ont vécu pendant des siècles ne compte pas, ou en ne faisant qu'enseigner l'histoire des grands hommes, ou encore en occultant des chapitres fondamentaux, par exemple les chasses aux sorcières. Christelle Tarot enseigne à l'université Columbia à Paris. Elle va nous raconter l'un de ses sujets de spécialité, la prostitution en contexte colonial, et bien sûr revenir sur la gigantesque somme qu'elle a dirigée, Féminicide, une histoire mondiale. Aïcha Limbada va nous raconter comment elle est tombée sur d'incroyables archives sur un sujet banal, la nuit de noces, auquel elle a consacré sa thèse et un livre tout récent, La nuit de noces, une histoire de l'intimité conjugale. Fanny Gallo, elle, se passionne pour l'histoire du travail, autant le travail professionnel que le travail domestique. Et elle va nous expliquer pourquoi il faut faire une histoire féministe des contestations populaires. C'est le titre de son dernier livre qui vient de paraître chez Seuil. Et enfin, Eliane Viennot, qui est professeuse de littérature, spécialiste des femmes d'État de la Renaissance, mais aussi de l'écriture inclusive. Elle est autrice de très nombreux ouvrages, et notamment d'une grande somme sur la France, les femmes et le pouvoir, en 5 volumes. Et elle va commencer par nous raconter l'histoire de la loi salique. Vous l'avez sûrement déjà appris ou au moins entendu à l'école. La loi salique, c'est la loi qui, pendant des siècles, interdit en France aux femmes d'hériter du pouvoir royal. Eh bien, c'est une histoire fascinante qu'elle a contribué à découvrir. Et en fait, c'est une sorte de gigantesque arnaque. Vous allez voir. Depuis la fin des années 90, je travaille sur cette histoire. Au début, je pensais faire un essai, puis ça s'est révélé en fait refaire l'histoire de France. Voilà. Vous avez commencé et donc, j'ai pas tout à fait fini. Et il y a toute la pelote qui est venue encore et encore et encore. Voilà. Parce que quoi? Parce qu'en fait, cette loi salique, maintenant on le sait grâce à vous. C'est juste une invention de clercs, de hauts fonctionnaires, on va dire, du XVe siècle, qui voulaient justifier un certain nombre de coups d'État qui s'étaient passés en France, où une femme aurait dû hériter du trône. Une petite fille de Philippe le Bel aurait dû hériter du trône. On l'a chassée, on lui a pris son trône, ses oncles et puis un cousin lui ont pris son trône. On l'a rassise, je ne sais pas si on peut dire assise, en tout cas sur le trône de Navarre, pour lui compenser un peu le vol du trône de France. Et puis après, comme ça a déclenché la guerre de 100 ans, il a fallu trouver des justifications. Partout en Europe, là où il y a des monarchies, les filles héritent. En général, quand il n'y a pas de garçons, mais parfois même quand il y a des garçons. Donc pourquoi est-ce que là, en France, soi-disant, on pouvait pas? Et donc ils ont fini par inventer quasiment de toutes pièces une histoire avec un scénario. Quel roi? Le roi Pharamond, que tout le monde connaît, j'imagine. Voilà. En tout cas, si on était il y a 100 ans en arrière, tout le monde aurait dit « Oh oui, on connaît Pharamond ». Bien entendu, parce que pendant des siècles, on a expliqué l'histoire de France depuis Pharamond jusqu'à,
jusqu'au présent. Hein. Donc on a fini par l'abandonner quand même, le pauvre Pharamond, parce qu'on l'avait inventé. Mais voilà, on l'a inventé complètement. C'est un roi qui a jamais existé. Hein? Donc on a inventé tout un scénario, le nom d'un roi, la date où il aurait fait cette loi, dans les années 420. C'est une loi qui dit que quand un roi n'a pas de fils ou de petit-fils, eh bien on va chercher un cousin, peu importe lequel, seulement par les mâles du dernier roi mort. Ce qui fait que si ça se trouve, ça peut tomber sur un fou, un ennemi, etc., etc. Bon, voilà. Donc on a inventé toute cette histoire. C'est un rêve tout debout, hein, quelque part. Comme ils savaient, les gens qui ont inventé cette histoire savaient très bien que ça tenait pas debout. On est à la fin du XVe siècle, c'est le moment où l'imprimerie est inventée. Donc on a réécrit toutes les histoires de France qui commencent toutes à partir de cette période. Au début de l'histoire de France, il y a Pharamond et la loi salique. Et puis ensuite, comme ils savent pas l'expliquer parce que ça tient pas debout, ils ont tout mis sur la mauvaiseté des femmes au pouvoir. C'est-à-dire, ils disent 2-3 lignes en général sur cette histoire qui est inventée, et ensuite ils disent, et d'ailleurs nos ancêtres ont eu bien raison de mettre ça au point, parce que les femmes au pouvoir, c'est une catastrophe. L'exception française, c'est que notre sexisme n'est pas un machisme ordinaire. C'est un sexisme qui est celui des élites, les universitaires, les gens les plus lettrés, depuis la fin du XVe siècle, apprennent à l'université que les femmes au pouvoir, c'est une catastrophe. Le nec plus ultra de cette aventure, c'est que donc on a fait cette théorie, et évidemment les rois n'ont jamais voulu de ça. Parce que les gens au pouvoir n'ont jamais voulu de cette... C'est une règle mécanique qui est complètement bête, et en tout cas anti-politique, et donc les politiques n'ont jamais voulu de ça. Et donc, ils n'ont jamais légiféré là-dessus. Ils ont laissé leurs propagandistes dire, mais ils n'ont jamais légiféré là-dessus. Et les premiers qui légifèrent là-dessus, c'est les révolutionnaires. C'est 1789, la première constitution. Qui, eux, disent que la couronne française se transmet de mâle à mâle par ordre de primogéniture à l'exclusion perpétuelle des femelles. À l'exclusion perpétuelle des femelles. Vraiment, il y a eu ça dans nos textes. Et ensuite, on a écrit ça dans toutes les constitutions. Pratiquement, on a mis ça dans toute l'Europe. En tout cas, les constitutions monarchistes ou impériales. Et ensuite, les républicaines, elles n'ont pas besoin de ça, puisqu'il n'y a pas de trône. Il n'y a juste pas de femmes, ça n'existe pas, les femmes. Merci beaucoup. Aïcha Limbada, comment vous avez choisi l'objet de votre thèse qui pouvait paraître un peu mystérieux, voire impossible de faire une histoire de la nuit de noces qui est par définition à huis clos, secrète, qui laisse pas de traces. Comment vous avez décidé d'étudier cet objet-là et à partir de quelle source, comment vous êtes tombé dessus? Racontez-nous. Alors, moi, je me suis intéressée à l'histoire du couple en suivant des cours d'histoire des femmes et des cours d'histoire sur le couple, voilà, quand j'étais en licence à la fac. Et quand j'ai choisi mon sujet de thèse, j'avais lu pas mal d'ouvrages sur l'histoire de la sexualité, l'histoire de la famille, mais c'est vrai que ce cas de la nuit de noces n'apparaissait pas beaucoup et que les historiens, les historiennes expliquaient que voilà, ça se passe dans une chambre, porte fermée, les époux ne laissent pas trace de cet événement-là, et d'ailleurs c'est complètement secret, donc personne n'en parle. Et donc voilà, c'est vraiment un aspect de la vie sexuelle des hommes et des femmes qu'on connaît mal. Et je me suis lancée dans ce sujet en me demandant s'il était possible de faire cette histoire-là. Donc, j'ai commencé comme ça, en trouvant plein de sources imprimées, finalement, en cherchant, on trouve des choses, des sources médicales, des romans, des sources fictionnelles, des cartes postales. Donc j'ai trouvé pas mal de choses, mais ce qui était quand même compliqué, c'était de trouver vraiment des témoignages directs des époux, des épouses, qui racontaient leur première fois, qui racontaient leur nuit de noces. Et j'ai finalement réussi par trouver, en m'intéressant à des archives judiciaires qui sont peu connues. Ce sont les causes matrimoniales, ce sont des procès que les époux catholiques entreprennent pour se séparer. Alors normalement, quand on est catholique, on ne se sépare pas parce que le mariage est indissoluble, mais il y a quand même des procédures un peu spéciales qui existent, et dans certains cas, prévus par le droit canonique, eh bien, les époux peuvent se séparer. Et quand ils se séparent, eh bien, ils sont amenés au cours du procès qui se passe au tribunal diocésain, devant des juges ecclésiastiques, ils sont amenés à raconter les débuts de leur vie conjugale et ce qui ne s'est pas très bien passé, et c'est
très souvent l'occasion de raconter ce qui s'est passé pendant la nuit de noces. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai trouvé ces archives que j'ai trouvées, elles sont conservées aux archives apostoliques du Vatican, parce qu'elles existent en France, mais elles ne sont pas consultables en France. Ce sont des archives privées et l'Église ne souhaite pas les donner à la consultation des chercheurs et des chercheuses. Mais au Vatican, c'est possible. Et donc, pour la période du 19e siècle, j'ai réussi à consulter ces archives. Et là, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on a les témoignages des hommes, des femmes, des témoins, donc les parents, les domestiques, les frères et sœurs, des médecins, des prêtres. Tout le monde raconte et donne sa version de ce qui s'est passé, ce que les gens ont vu, ce qu'ils ont entendu. Et donc, on a des choses extrêmement précises, souvent assez graves et poignantes, parce que beaucoup de femmes, à cette occasion, racontent un viol conjugal, puisque la nuit de noces, pour un certain nombre de femmes, c'était une première expérience sexuelle qui n'était pas consentie, qui faisait partie de ce qu'on appelle le devoir conjugal et qui en plus parfois n'était même pas attendue, préparée, dans la mesure où beaucoup de jeunes filles au XIXe siècle, surtout dans les milieux de la bourgeoisie, de l'aristocratie, étaient élevées dans l'ignorance complète de la sexualité. Et donc, elles se mariaient, mais sans savoir que, voilà, une fois qu'elles allaient rejoindre leur mari dans la chambre le premier soir, qu'elles allaient subir une relation sexuelle. Et ça, vous, quand vous racontez que dans le livre, quand vous découvrez ces récits encore et encore, ça vous étonne? Vous attendiez pas à trouver autant de récits de violence? Je ne m'attendais pas à ce point à avoir autant de récits extrêmement difficiles. C'était assez difficile de découvrir et de lire pendant des jours et des jours, puisque voilà, ce sont des séjours de recherche à Rome qui sont très concentrés dans le temps, donc pendant des jours et des jours, lire toutes ces difficultés qui sont des difficultés rencontrées par les femmes, parfois aussi par les hommes qui rencontrent aussi d'autres problèmes, qui sont stigmatisés quand ils rencontrent par exemple une situation d'impuissance sexuelle. Et donc le regard aussi qu'il y a autour, les parents qui ont parfois forcé leurs enfants à se marier, enfin, ça fait beaucoup de difficultés qui ne concernent pas complètement que la sphère sexuelle, parce qu'il y a des difficultés qui, en fait, sont plus larges quand on entre dans une chambre, qu'on est en face d'une personne qu'on a côtoyée, mais un peu de loin. Eh bien, il y a la rencontre des corps, c'est pas que la rencontre sexuelle, c'est aussi entrer dans l'intimité de l'autre, découvrir son odeur, se demander ce qu'on va lui dire, quels sont les premiers mots qu'on va prononcer dans l'intimité avec l'autre. Et donc les époux, quand ils racontent leurs difficultés, ce sont les difficultés sexuelles, mais c'est aussi le manque de fluidité des premières conversations, le malaise. Et donc voilà, c'est vrai que ça a été une période à la fois intense parce que je découvrais des archives qui n'étaient pas connues, et donc voilà, c'est une grande joie quand on est historienne de découvrir un massif aussi intéressant, et en même temps c'était difficile parce que ce sont des archives difficiles à lire. Christelle Tarot, ça me fait penser à ce que vous avez dit aussi, des circonstances dans lesquelles vous avez commencé à travailler sur ce qui s'était passé à Bousbir, où il y avait quasiment rien en fait sur ce quartier, donc qui était un quartier de la prostitution, pour lequel il y avait aussi des archives, mais qui n'avaient jamais été vraiment étudiées et dont l'histoire n'avait jamais été racontée, et qui est aussi une histoire qui a été très difficile, mais que vous avez choisie pour votre thèse. Absolument, donc ça remonte à loin, en fait, de parler de ce premier terrain de recherche, qui est un terrain formidable et qui traite bien sûr de la question des quartiers réservés, mais pas seulement, de la prostitution coloniale. Je me suis intéressée à cette histoire parce qu'il y avait une sorte de non-dit dans ma propre histoire familiale. Parce qu'il se trouve que, par mon père, je suis donc issue d'une famille de Français du Maroc, donc de Français qui ont été évidemment dans ce pays pendant le protectorat. Et donc le Maroc est très très présent dans notre histoire familiale, en fait. Tout le monde parle du Maroc tout le temps, mais on ne dit pas tout sur le Maroc, évidemment. C'est un discours qui est policé. Et lorsque j'ai commencé à travailler donc sur ce sujet, je trouvais ça très très bizarre, en fait, que jamais personne dans ma famille ne m'ait parlé d'aucune manière de cette question de la prostitution coloniale. Alors évidemment, on peut saisir pourquoi. Parce que est-ce qu'on parle de prostitution à une enfant d'abord, à une jeune fille ensuite ? Bon, évidemment, on comprend pourquoi, mais quand même, ça me semblait être un non-dit totalement hallucinant au regard de ce que je vois ensuite dans le travail archivistique.
Et puis, ça procède d'une autre chose, c'est-à-dire que travailler sur la prostitution coloniale, je le sais très bien maintenant, à l'époque moins, c'est lié aussi à un engagement féministe précoce. C'est-à-dire que, évidemment, le fait d'être féministe, lorsque vous êtes étudiante en histoire à Paris 1, à la fin des années 80 et au début des années 90, vous êtes quand même confronté à un univers qui n'est pas seulement professionnellement parlant extrêmement masculin, mais qui est aussi au niveau des sujets qui sont traités de manière hallucinante, une histoire des hommes, par les hommes et pour les hommes. Et donc, je commence à travailler sur des archives. Et ça, c'est un élément très important, en fait, de la silenciation des femmes dans l'histoire, parce qu'à chaque fois qu'on veut travailler précisément sur des femmes, on nous assène qu'il n'y a pas d'archives. Forcément, il n'y a pas d'archives parce que personne ne les a cherchées. Parce que, comme le dit Aïcha, quand on cherche, on trouve. Mais encore faut-il chercher. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouvez pas. Et donc, je me dis, c'est quand même très, très bizarre. Moi, je suis certaine que je vais trouver plein d'archives. Et de fait, il y en avait énormément, parce qu'il y a des fonds extrêmement importants. Et ça m'a amené en fait à découvrir des choses assez nouvelles, parce qu'à l'époque, on ne fait pas l'histoire de la prostitution coloniale. D'ailleurs, on fait très peu l'histoire de la prostitution, parce qu'il y a eu le livre pionnier de Alain Corbin, qui est d'ailleurs magnifique, et puis une fois qu'il y a un livre pionnier, c'est comme si le champ était stérilisé d'une certaine manière, et c'est très difficile ensuite d'avoir des travaux là-dessus. Et donc sur la prostitution coloniale, il y avait quasiment personne en France à cette époque-là. Donc ce qui m'intéresse, c'est trois choses importantes. C'est d'abord un système de violence systémique, avec des dominations croisées de sexe, de race et de classe. Parce que, en fait, la grande majorité des prostituées sur lesquelles je vais travailler, ce sont des femmes pauvres et des femmes qui sont des femmes autochtones, qu'on appelait à l'époque indigènes, parce que c'était la dénomination officielle. Donc le système en lui-même me sidère littéralement, parce que j'ignorais totalement que l'État, en l'occurrence l'État colonial, mais qui est une extension de l'État français, pouvait produire un tel système de coercition dirigé de manière massive contre un nombre extrêmement massif de femmes. Donc ça, c'est vraiment une première surprise. Quand vous parlez de coercition très forte, massive, qui vous a sidéré, c'est parce que s'il y avait de la prostitution qui existait auparavant, ce que vous découvrez, c'est qu'une fois que l'État décide d'organiser ça, de mettre la main dessus, ça devient extrêmement violent. Carcéral, policier. C'est une réglementation extrêmement dure qui a pour objectif, en fait, d'enfermer des femmes dans des prisons du sexe. Voilà, c'est comme ça que j'appelle ça. Et d'encourager les armées et tous les hommes à y aller. C'est une prostitution en même temps militaire et en même temps civile. Donc la prostitution civile, c'est essentiellement une prostitution de maisons de tolérance et de quartiers réservés, d'où Bousbir, qui est quand même une usine. Il faut imaginer ce que c'est. Hein. Pour parler de Bousbir, j'ai inventé un concept qui est le taylorisme sexuel. Je parle de taylorisme sexuel parce que c'est l'abattage plus. Donc il y a le système déjà qui me sidère littéralement. J'en crois pas moi-même mes yeux en fait. Quand je lis les archives, je me dis c'est pas possible. Et en fait oui, c'est possible. Et puis ce qui m'intéresse plus, et ça revient au sujet de la silenciation des femmes, c'est les résistances. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, parce que confrontées à un système de violence systémique, les femmes ne sont pas passives, en fait. Elles résistent, mais ce sont souvent des micro-résistances, et ces micro-résistances, elles sont très difficilement décelables dans les archives, pour une raison très simple, c'est qu'on ne s'intéresse pas aux résistances des femmes, donc on ne les note pas. Et donc pour les retrouver, ça demande de ruser un petit peu avec les archives, et puis de travailler aussi sur les représentations problématiques qu'on fait d'elles. Donc il y en a qui sont évidentes, évidemment, c'est les représentations des hommes blancs en situation de domination coloniale, mais aussi comment est-ce que les femmes blanches, les femmes colonisées, parlent aussi de ces femmes. Donc en fait, c'est plusieurs niveaux de discours dont l'objectif est quand même de retracer des trajectoires de vie qui permettent d'éclairer des individus. Parce que sinon, on voit qu'un système de domination, mais on ne voit pas les femmes. Et ce qui m'intéressait, c'était de donner un visage d'abord, une identité parfois, et puis aussi de raconter des histoires de vie. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire. Fanny Gallo, j'entends plusieurs choses dans ce qu'a dit Christelle Tarot qui résonnent avec la façon
dont vous concevez votre travail aussi, notamment l'attention portée à la résistance des femmes, à leur agentivité, qui est un concept qui vous est cher. Vous vous êtes intéressé aux ouvrières. C'est sur ça que vous avez écrit votre thèse, notamment aux ouvrières dans les usines de Chantel et Moulinex, donc des ouvrières que vous pouviez interroger, qui étaient encore vivantes, donc de l'histoire très contemporaine. Racontez-nous pourquoi vous vous êtes intéressé au travail et pourquoi vous avez pris ce point de vue-là pour étudier le mouvement ouvrier qui vous intéressait déjà avant. Ça résonne beaucoup. Moi, je travaille sur le très contemporain, puisque cette thèse, c'était sur les ouvrières en France depuis 1968, avec deux études de cas en particulier, mais c'est beaucoup plus large, sur Chantel, donc qui produit de la lingerie haut de gamme en Loire-Atlantique, et Moulinex, qui produit donc du petit électroménager, comme vous le savez, qui produisait du petit électroménager en Basse-Normandie. J'ai du coup travaillé plus précisément sur une génération d'ouvrières, c'est-à-dire des ouvrières qui sont embauchées à la fin des années 60, au début des années 70, et puis pour celles qui en fait ne quittent pas l'usine dans les années 70, en fait restent dans les années 80, dans les années 90 jusqu'aux fermetures d'usines. Pour Chantel, il y a une première fermeture au milieu des années 90, une deuxième au milieu des années 2000. Moulinex, il y a donc une faillite en 2001, et donc du coup voilà une carrière à l'usine en définitive de cette génération qui grandit, qui vieillit ensemble. Vous avez peut-être vu ces images parce qu'elles existent toujours, ces images-là, d'ouvrières qui se battent contre les licenciements et qui disent voilà, on s'est connues jeunes filles, maintenant on est grand-mère, on a tout traversé ensemble, les maladies, les enfants, les petits-enfants, tout un tas de soucis, les séparations, etc. Donc c'est vraiment cette génération-là sur laquelle j'ai travaillé. Alors effectivement, le fait de travailler sur du très contemporain, ça favorise le fait de pouvoir faire de ce qu'on appelle de l'histoire orale, un recueil de sources orales, comme on dit en historienne, des entretiens, comme on dirait en sociologie, et je fais déjà aussi là peut-être le lien avec cette approche disciplinaire, puisque du coup voilà, moi je suis aussi très inspirée de la manière de mener des enquêtes aussi en sociologie, même si je pose pas forcément les questions de la même manière quand je suis en entretien. Pour rebondir en tant qu'affaire du coup sur ce que disait aussi Christelle, c'est effectivement une façon de saisir aussi les pratiques en fait de ces femmes des classes populaires qu'on ne voit pas, et donc on a ce masculin dans les archives, et du coup il faut aller évidemment derrière ça pour comprendre que de fait il y a des femmes qui sont mobilisées, qui sont en lutte pour différentes raisons. Et donc voilà, j'ai voulu moi me concentrer sur ces pratiques et du coup sur l'agency. C'était déjà maintenant ma thèse. L'agency, c'est donc voilà, l'agentivité, la capacité d'agir. Au départ, c'était un terme qui venait d'un historien qui s'appelle Edward Palmer Thompson, qui expliquait dans son livre sur la formation de la classe ouvrière anglaise comment justement il y avait aussi une expérience, une pratique justement des classes populaires qui constituait finalement leur capacité d'agir, avec aussi des liens culturels, etc. Et puis moi, je suis aussi un pur produit de toutes les premières traductions de Judith Butler, et du coup de l'idée aussi de cette agency qui fait que voilà la réitération des normes peut échouer dans justement la capacité d'agir des individus au quotidien. Alors l'idée d'agency, c'est pas forcément résister. Ça peut être s'accommoder, ça peut être négocier, ça peut être... c'est simplement se centrer sur les pratiques des femmes des classes populaires et pas être dans une vision saturée qui consiste à dire elles sont victimes, elles sont dominées du point de vue du genre, elles sont dominées du point de vue de la classe et globalement c'est foutu pour elles, mais d'essayer d'aller voir un peu comment justement elles agissent dans ces structures. Il ne s'agit pas de nier ces dominations-là et leur croisement, mais de voir comment elles agissent à l'intérieur de ça. Et donc ça, c'était vraiment tout l'enjeu de ma thèse, et ce qui est aussi très largement donc facilité par différents types d'archives que j'ai pu mobiliser, qui rendent compte aussi des témoignages écrits, l'histoire orale, donc effectivement, qui explique ça, des micro-anecdotes qui permettent aussi de saisir le quotidien de l'usine et la manière dont finalement, voilà, il y a des boycotts de peaux organisés par les patrons, des affiches qui sont déchirées, il y a tout un tas de petites actions en fait qui révèlent des moments de résistance, des moments de subversion et aussi d'ailleurs des moments d'accommodement. En gros, je reviens dans ce travail sur plein d'aspects finalement, sur leurs implications syndicales, dans une période très particulière, notamment des années 68, avec une effervescence féministe très forte, avec en même temps du coup des organisations syndicales qui sont bousculées par cette effervescence féministe. Et comment finalement les ouvrières elles jouent un rôle là-dedans. Et je vais juste citer un exemple parce que sinon je vais parler trop longtemps. Mais
En fait, dans cette période-là, on a des luttes d'ouvriers et d'ouvrières, d'OS immigrés par exemple, et d'ouvrières qui sont très importantes. Des OS immigrés, c'est des ouvriers spécialisés. Ouais. Pardon, des ouvriers spécialisés. Et de fait, ça s'explique par la position à laquelle ils et elles sont assignés dans l'organisation du travail de l'usine. C'est-à-dire, c'est le rendement, c'est la chaîne, c'est en gros la contrainte du temps dans le travail en permanence. Et les organisations syndicales à l'époque, qui sont structurées autour d'hommes qualifiés blancs, en fait, sont principalement centrées sur des revendications qui portent sur les augmentations de salaire. Ce que des ouvrières appellent les revendications beefsteak. Et en fait, elles, par leur contestation, et aussi d'ailleurs celle des OS immigrés, ça met centralement au cœur de la discussion la question des conditions de travail, qui jusque-là étaient finalement secondarisées par les organisations syndicales qui se mobilisaient principalement sur des questions salariales. Et donc elles font bouger les lignes, elles participent à faire bouger les lignes par leur lutte dans les années 68, dans les années 70, sur ces questions-là en fait, de même que d'ailleurs les OS immigrés le font, ce qui produit le fait qu'au niveau patronal, il y a des questions aussi qui sont posées autour de l'organisation du travail, des nouvelles modalités d'organisation du travail. Une autre question que je me pose et qui m'interroge encore aujourd'hui là, dans mon dernier livre, c'est la manière dont les ouvrières se positionnent par rapport au féminisme. Le fait de se dire ou ne pas se dire féministe. Donc moi j'arrive en 2010, je leur demande est-ce que vous étiez féministe ? Et là elles me disent mais ça dépend en fait, c'est quoi pour toi la définition du féminisme en fait ? Parce que bon, si c'est être anti-homme, bah non je suis pas féministe. Si c'est pour être pour l'égalité, oui je suis féministe. Enfin voilà, dans les années 70, dans les années 80 et même dans les années 90, la plupart en fait de ces ouvrières ne se disaient pas féministes pour mieux adhérer à la classe et mieux être envisagé au niveau syndical par exemple la hiérarchie syndicale qui trouve que le féminisme divise la classe ouvrière, que ce sont des bourgeoises, etc., etc. Comment on se positionne par rapport au féminisme qui se déploie? Comment est-ce que cette question elle se pose finalement? Pourquoi est-ce que on a des réticences à se dire féministe? Qu'est-ce que ça charrie finalement? Et alors évidemment tout ça c'est tout un produit de l'histoire. Je reviens beaucoup sur les questions que ça suscite, notamment pour les femmes des classes populaires. Merci déjà de nous avoir donné tout un aperçu de comment vous travaillez, des objets auxquels vous vous êtes intéressés. Et j'aimerais que vous nous racontiez maintenant comment vous avez... Donc manifestement tout ça, ça vous a rendu de plus en plus féministe en fait, de faire votre travail d'historienne. Et les libertés ensuite que ça vous a permis de prendre. Éliane Viennot, vous avez ensuite décidé donc d'étudier carrément une histoire de France sur plusieurs siècles, ce qui ne se fait pas d'habitude en histoire. Et ce que vous avez montré... Non, les femmes n'ont pas commencé à se révolter au 19e siècle. Des féministes, il en a existé bien avant, en réalité. Vous m'aviez dit que ça vous énerve quand on parle de première vague du féminisme, comme si les femmes n'avaient pas résisté, comme s'il n'y avait pas eu des femmes qui s'étaient révoltées bien avant, et même dès le 5e ou le 6e siècle. Alors oui, c'est très agaçant d'entendre parler de la première vague, parce que qu'est-ce qui se passe avant, quoi ? Il se passe plein de choses avant. Et en fait, ce qu'on observe quand on fait l'histoire longue, c'est que il y a des féministes, il y en a depuis très longtemps. Il y en a aux périodes où ça devient dur pour les femmes, c'est-à-dire des périodes historiques qui se referment pour les droits des femmes. On voit des gens pas d'accord. Et on voit non seulement des femmes pas d'accord, mais on voit des hommes pas d'accord. Traditionnellement, ce sont eux les lettrés, ce sont eux qui laissent des... Peut-être que dans les chaumières, il y avait autant de femmes féministes que d'hommes, ou peut-être beaucoup plus comme aujourd'hui, mais on n'a pas les traces. Par contre, on a des écrits. Par exemple, Plutarque, dans un des textes sur les exploits des femmes, par exemple, s'adresse à une femme et dit « Tu m'as demandé pourquoi les femmes n'étaient pas là dans les histoires qu'on lit ». Eh bien, je vais t'expliquer que, en fait, les femmes sont là depuis toujours et qu'elles ont aussi fait des hauts faits et que c'est pas normal que mes collègues écrivent de l'histoire uniquement masculine. Donc, des protestations ou des témoignages de gens qui ressentent de l'injustice. Parfois, c'est très intellectuel, mais quand même, c'est très important que des intellectuels disent « Mais pourquoi dit-on des sottises sur nos compagnes ? Pourquoi les empêche-t-on
de faire des études. Et notamment pour ce qui est de l'Occident, disons depuis le Moyen-Âge, on observe dans toute l'Europe la querelle des femmes, à savoir cette espèce de controverse qui démarre en France, mais qui en fait est un mouvement européen, sur pourquoi les femmes n'auraient pas les mêmes opportunités. Au début, on ne parle pas tellement des droits, mais pourquoi est-ce que les femmes n'auraient pas les mêmes opportunités que nous ? C'est-à-dire, c'est surtout à partir de la création des universités qui ont été, c'est-à-dire le XIIIe siècle, on va dire, on a créé des universités qui ont été pour les hommes qui voulaient devenir savants. Et il se trouve que les universités ont été créées tout de suite, quasiment fermées aux femmes et aux juifs. Il y a un débat au sein de la classe lettrée, qu'on appelle la clergie à cette époque-là, qui est visible, qui est une classe visible. Pourquoi est-ce que il y aurait que les hommes chrétiens qui pourraient avoir l'opportunité de suivre des cours, de passer des diplômes? Et puis très vite, ces gens-là font un système très simple qui est qu'on a un diplôme, on peut aller dans tel boulot, on peut avoir telle charge. Si on n'a pas le diplôme, on ne peut pas. Donc, évidemment, on ferme les portes les plus importantes, tous les métiers supérieurs, tous les métiers qui demandent du savoir, tous les parlements, les tribunaux, les universités, évidemment, on les ferme aux juifs et aux femmes. Et c'est un débat qui traverse toute la classe savante jusqu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire jusqu'au moment où les portes s'ouvrent pour les femmes. On sait, c'est publié, un courant de milliers de textes qui peuvent être des textes savants, en latin, des traités sur le mariage, des traités sérieux, ou bien ça peut être du théâtre qui fait rigoler le populo, ou bien ça peut être du théâtre un peu plus sérieux, ou bien ça peut être des romans, ou bien ça peut être ceci, ou bien ça peut être cela. On a des milliers de textes en Europe qui montrent la querelle, la controverse sur est-ce que les femmes finalement peuvent faire la même chose que les hommes, est-ce qu'elles doivent faire la même chose que les hommes, est-ce qu'elles ne doivent pas faire la même chose que les hommes, etc. Et ça, personne n'en a entendu parler. C'est-à-dire qu'on est dans le phénomène de la silenciation. Nous avons l'impression que si, en général, quand on a été juste à l'école comme ça, et puis même qu'on est relativement lettré, on a l'impression que le progrès a oublié de penser aux femmes, ça a été très long. Elles, ça les a pas vraiment intéressées. Ça les a pas intéressées. En fait, elles sont restées là. Tout le monde était d'accord. Voilà. Enfin, on a oublié les femmes. Non, on les a pas oubliées, on les a volontairement, on leur a dit non, niet. Et c'est une histoire très très ancienne que d'empêcher les femmes d'être dans les positions de pouvoir, dans les positions simplement d'égalité avec les hommes. C'est une histoire que vous avez faite aussi, Christelle Tarot, la façon dont les femmes ont été néantisées, notamment dans ce que vous avez conceptualisé, dans le continuum féminicidaire, ou dans le dernier ouvrage, vous repartez de la préhistoire, et vous faites cette grande histoire mondiale des féminicides. Donc là, vous vous affranchissez quand même de deux règles, en faisant une histoire longue et en faisant une histoire mondiale. Pourquoi vous décidez que vous n'allez pas rester concentré sur un seul objet, mais vous allez faire l'histoire totale, longue, mondiale? Parce que là, en fait, il s'agit de faire l'histoire d'un crime, qui est le crime de féminicide. Et c'est un crime, en fait, qui n'a que très récemment été nommé en tant que tel. Quand on me demande de travailler sur ce livre, je commence par ce que je sais faire, en fait, évidemment. Et ce que je sais faire, c'est globalement de l'histoire contemporaine. Quand on travaille sur un champ chronologique, on ne travaille jamais que sur ça. On travaille toujours un peu avant, un peu après, évidemment. Et puis à force de travailler sur l'avant et l'après, enfin l'après c'est évident puisque c'est aujourd'hui, mais l'avant, de recul en recul, en fait, jusqu'à quand je vais reculer dans le temps et trouver, en fait, des meurtres de femmes, qui pour moi d'ailleurs sont ni des meurtres, ni des assassinats, mais des exécutions. Donc jusqu'à quand est-ce que je vais retrouver des exécutions de femmes parce qu'elles sont des femmes? Donc je commence avec l'histoire, parce que j'ai été formée comme cela, et puis très rapidement je me rends compte que c'est totalement insatisfaisant, parce que l'histoire seule, en tant que discipline, ne peut pas rendre compte, en fait, et dans la chronologie longue de l'histoire, puisque, en fait, de fait, à force de remonter, je me trouve quand même à la préhistoire. Et il y a vraiment un effet de sidération fort. C'est-à-dire, je me dis, c'est juste pas possible, en fait, qu'il y en ait tout le temps depuis toujours. Et pourquoi je suis sidérée? Parce que, en fait, je me rends compte que c'est un crime qui existe
avant même que nous fassions société. C'est-à-dire que nous en sommes encore à faire espèce et on tue déjà des femmes parce qu'elles sont des femmes. Et puis, il y a la sidération aussi avec la question de savoir si tous les espaces, c'est-à-dire tous les continents, sont impactés par ça. Et évidemment, je me rends compte que oui aussi. Je me rends compte que l'histoire seule ne peut pas seulement rendre compte de cela, donc il faut évidemment travailler avec d'abord d'autres disciplines des sciences humaines, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie, enfin, etc. Le droit, bien sûr, et plein d'autres choses. Mais aussi que l'expertise académique ne peut pas être la seule expertise. Et ça renvoie en fait évidemment toujours à l'engagement politique. Et cette autre expertise, c'est une expertise avec laquelle je suis partie. Parce qu'en fait, c'est pas que faire de l'histoire, ça m'a rendue plus féministe, c'est que c'est parce que j'étais féministe que j'ai fait de l'histoire. À l'inverse. Pour moi, il était tout à fait évident qu'il y avait un enjeu politique majeur dans le fait pour les féministes de s'emparer de l'histoire. C'est-à-dire de produire en fait des contre-récits qui pour moi sont des contre-pouvoirs en fait. Aïcha Limbada, vous me disiez que quand vous avez commencé à travailler sur votre thèse, vous veniez juste en fait de découvrir les études de genre. Est-ce que vous diriez que vous êtes devenue de plus en plus féministe en étudiant cette thèse? Comment aussi vous avez utilisé les outils de la philosophie féministe ou de la sociologie pour mieux comprendre ce que vous aviez sous les yeux dans vos sources? Oui, alors contrairement à Christelle Tarot, moi je pense que c'est en faisant de l'histoire que je suis devenue féministe, parce que j'avais une sensibilité féministe qui ne demandait sans doute qu'à s'épanouir, mais je n'y réfléchissais pas tant que ça. Et mon sujet de thèse m'a obligée à m'intéresser d'abord aux études de genre. Bien sûr, ces archives, ces témoignages qu'ensuite j'ai lus et que j'ai étudiés, ça a marqué un tournant quand même dans la façon dont j'envisage les choses. Maintenant, je peux m'affirmer davantage comme féministe et surtout, je suis contente en tant qu'historienne de pouvoir apporter des faits qui pourront être utiles à ceux et celles qui s'intéressent au féminisme et qui s'intéressent à la condition des femmes aussi au XIXe siècle. Par exemple, le fait que non, le viol conjugal, la perception du viol conjugal, c'est pas quelque chose de tout récent. C'est pas l'esprit de l'époque qui a changé. En fait. Eh bien, voilà, cette question du viol conjugal, par exemple, au début, elle m'a un peu inquiétée parce que, on le voit déjà maintenant quand on parle d'abus sexuels, par exemple, dans les médias. Les personnes qui témoignent, qui ont vécu des abus, des violences il y a 20 ans, 30 ans, on a tendance parfois à relativiser ce que ces personnes ont vécu en disant justement mais attendez, c'est pas la même sensibilité à l'époque, on n'y réfléchissait pas, c'était pas voilà. Et moi j'avais peur de commettre une sorte d'anachronisme psychologique au départ en travaillant sur cette question du viol conjugal au XIXe siècle, et j'avais presque peur d'employer ces mots parce que je voulais être le plus précautionneuse possible, mais c'est à ça que l'histoire sert. Ce que j'ai vu, c'est que ces mots de viol, ces réalités du devoir conjugal, eh bien, elles étaient déjà dénoncées au XIXe siècle. Et dès le début du XIXe siècle, par des hommes, par des femmes, par Honoré de Balzac, par George Sand, par des féministes comme Claire Desmarres, des journalistes comme Séverine. Et puis voilà, ça continue au XXe siècle. Et donc, les auteurs, les autrices dénoncent ces situations. Les femmes elles-mêmes, c'est ce que je montre dans ces archives judiciaires, parlent des viols qu'elles subissent, expriment cela en employant les mots de consentement. Elles disent « je n'ai pas consenti, je ne savais pas, on m'a forcé ». Et donc, voilà, les travaux d'histoire, ça montre aussi à... En fait, ça montre qu'il y a une silenciation, mais parce qu'on oublie aussi... Enfin, disons qu'on a tendance à oublier les combats. L'histoire sert aussi à nous remémorer ces engagements. Mais le plus souvent, ce qu'on peut opposer aux historiennes qui s'intéressent donc aux femmes, aux luttes féministes, c'est d'être des historiennes militantes. Voilà, le mot est lâché. Vous, c'est ce qu'on vous a reproché, Fanny Gallo, je crois, lors de la soutenance de votre thèse.
on vous a dit, un membre du jury vous a dit, oui, mais ça, c'est de l'histoire militante. Alors, j'aimerais bien là qu'on discute de en quoi on peut être une excellente historienne et même une bien meilleure historienne quand on est engagé, quand on a un point de vue situé, quand on est au clair avec le point de vue qu'on a. Oui, mon livre qui vient de sortir s'intitule « Une histoire féministe des contestations populaires ». Et donc, c'est pas seulement que je suis une historienne féministe, c'est que je propose de faire une histoire féministe. Dans plein d'autres pays, ça se fait depuis déjà très 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 longtemps. Il y a même des réseaux internationaux de recherche féministe sur le travail, que ce soit en histoire ou bien sûr en sociologie ou dans d'autres disciplines de sciences humaines et sociales. Mais en France, il y a une difficulté en fait. Il y a cette idée que dès qu'on fait une histoire féministe, ça veut dire qu'on fait une histoire militante. Alors, l'histoire féministe que moi je propose, c'est une histoire féministe, c'est pas l'histoire féministe d'ailleurs, puisque de fait c'est ma position située et c'est une approche. D'autres personnes pourraient avoir proposé une autre histoire féministe avec une autre position située. Là-dessus, je suis totalement dans ce qu'a élaboré John Scott à un moment donné, une historienne états-unienne, qui expliquait que quand elle a commencé à faire de l'histoire des femmes, ou même du genre, l'enjeu était pas tant de visibiliser la place des femmes dans l'histoire que de déstabiliser le présent. Et là, moi, je dis clairement, mon regard, il vise à déstabiliser le présent, désandrocentrer le travail, désandrocentrer la contestation, y compris aujourd'hui. Si on se situe au départ, si on explique d'où on parle, ça permet au lecteur et à la lectrice, en fait, d'avoir une idée quand même plus claire de pourquoi on dit ce qu'on dit, en fait. En histoire, aujourd'hui encore, enfin, en tout cas, jusqu'à très récemment, il y avait plutôt une idée de, finalement, cacher un peu toutes les cuisines de la recherche, par souci d'objectivité. Mais en réalité, moi, il me semble que préciser qu'on fait une histoire féministe, c'est finalement de tendre bien davantage vers l'objectivité, puisqu'on a précisé d'où on parlait, quel était notre regard, quelle était la manière dont on se situait. Et donc, ça me paraît finalement favoriser une objectivité bien plus forte, finalement, que toutes ces recherches qui ne disent pas d'où elles parlent et qui, du coup, pensent être neutres. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas militante par ailleurs. En tant que travailleuse, je suis une syndicaliste qui, du coup, se mobilise sur ces conditions de travail. Et là, je suis militante à ce niveau-là, mais pas en tant que ce que je produis comme recherche. Christelle Tarot ? On raconte au travers de ce qu'on est. C'est un mensonge et une hypocrisie d'imaginer qu'on peut raconter en dehors de ce qu'on est. Et donc, ça veut dire que nous sommes ce que nous sommes et que l'histoire que nous faisons, elle nous ressemble. Et donc, ça veut dire que c'est nécessaire aussi de la penser dans la confrontation des voix et la confrontation des récits. Parce que moi, je vais faire, par exemple, une histoire du féminicide, parce que je suis une femme blanche d'origine de classe populaire, mais transfuge de classe, il faut dire ce qui est maintenant. Et c'est aussi comme ça, en fait, que j'aborde l'histoire que je fais. Et donc, une femme qui sera dans une autre sphère, elle portera un autre regard là-dessus. Et c'est dans la confrontation de nos regards qu'on enrichira le débat général. Je pense, en fait, que tout le monde peut travailler sur tout, mais simplement, il doit annoncer la couleur de son engagement, parce qu'il s'agit d'un engagement très important. Je fais donc une histoire féministe. C'est d'ailleurs comme ça que je me définis, comme une historienne féministe. Et je crois vraiment que faire cela, c'est tout à fait essentiel, parce que le savoir, c'est du pouvoir. C'est pas moi qui le dis, c'est les féministes depuis des générations, peut-être même depuis toujours. Et que écrire le récit, le dire, le médiatiser, c'est rompre précisément avec la logique de silenciation. Et c'est absolument essentiel, parce que la silenciation, c'est aussi soit de l'invisibilisation des femmes, soit on accepte de voir les femmes, mais seulement sur le mode de l'exceptionnalité. Et moi, je me souviens que quand j'étais petite fille, l'histoire qu'on me racontait, l'histoire de mon propre pays, c'était que l'histoire d'exceptionnalité féminine. En général, ces exceptionnalités, c'était des femmes qui finissaient toutes mal. Jeanne d'Arc, la pauvre, brûlée, Marie-Antoinette, la pauvre, guillotinée, et Louise Michel, pour reprendre la triade la plus généralement véhiculée, encore que Louise Michel, c'était encore pas partout et pas toujours. Donc voilà, Louise Michel, la grande militante révolutionnaire, déportée dans un bagne colonial où on espérait bien qu'elle allait mourir. Manque de bol, elle n'est pas morte, elle est revenue. Et moi, je veux rompre, évidemment, avec cette logique, parce qu'en fait, il y a des femmes partout, tout le temps, en fait. Et maintenant, nous sommes en train
de réécrire l'histoire, effectivement. Et nous écrivons une histoire à part égale. C'est une histoire à part égale, une histoire horizontale à part égale. Nous ne voulons pas être plus que ce que nous sommes, mais nous ne voulons pas être moins non plus. Donc nous voulons être considérés, respectés dans l'histoire qui est l'histoire, par exemple, de la France, parce que je signale, je rappelle toujours, et je le crois très profondément, nous avons construit ce pays autant que les hommes. Et pas seulement ce pays, en fait. Nous avons construit une humanité commune ensemble. Et je ne vois pas pourquoi on serait exclu du récit. Bonsoir. Ma question, c'est sur l'enseignement de l'histoire aujourd'hui à l'université. Est-ce que c'est toujours androcentré, voire sexiste ou machiste, ou est-ce que ça commence à s'ouvrir à des visions donc plus féministes de l'histoire? Est-ce que c'est vu comme militant, ou est-ce que c'est maintenant quelque chose de normalisé? C'est toujours extrêmement fragile, l'enseignement, quelle que soit la discipline sur le genre, puisque ça dépend d'individus. S'il y a des individus qui sont prêts à proposer des cours sur ces sujets, en général, ça marche, parce qu'on fait un peu quand même ce qu'on veut dans l'université française. Mais s'il n'y a pas ces individus, ça se passe pas. Enfin, la plupart du temps, ce sont des enseignements qui sont optionnels. Il faudrait une formation dans toutes les disciplines obligatoires dès la première année de l'université. Évidemment, il faudrait des formations avant sur le sexisme, voilà, pour voir un peu le problème de la domination masculine et des conséquences de la domination masculine et savoir comment s'en sortir. Mais rien que pour parler de l'université, ça ne dépend que des individus. Le système universitaire a un conseil national des universités qui est divisé par discipline, et en France, nous n'avons toujours pas la discipline genre. C'est-à-dire que si on est historienne, on peut dire qu'on fait du genre en histoire. Si on est en littéraire, on peut dire, et encore en général, moi on m'a dit aujourd'hui, tu le dis pas. Non, t'es une littéraire, tu mets ça. Il se trouve que tu travailles sur X et Y qui sont des femmes. Mais bon, évidemment, tu dis pas ça. Il devrait y avoir, dans tous les domaines, dans toutes les disciplines, une initiation aux questions de genre. Après, on fait ce qu'on veut, on devient spécialiste de droit constitutionnel, etc. Mais qu'on ait rencontré quelque part, à un moment de ses études, le fait que ça se pose pas de la même façon pour les femmes et pour les hommes, qu'il y a une histoire longue de nos disciplines qui a longtemps silencié, invisibilisé les femmes, etc. Et ça, pour l'instant, non, ça n'existe pas. Toute ma carrière universitaire, j'ai enseigné des choses sur le genre et les femmes. Le jour où je suis partie, c'est fini. Voilà, la personne qui m'a remplacée ne le fait pas, donc c'est fini. Et c'est comme ça partout. Je pense aussi que ce qui nous pose problème, et pas seulement en France, mais prenons la France, puisque nous sommes ici, c'est qu'il faut engager le chantier de l'histoire à part égale, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait quand même plus simple si on pouvait avoir un nouveau récit commun, non seulement de l'histoire de ce pays, mais plus largement de l'histoire globale. Parce que faire une histoire à part égale, c'est pas seulement réintroduire les femmes, c'est réintroduire des tonnes de groupes qui ont été minorés, délégitimés, du fait de leur classe, du fait de leur confession religieuse, du fait de leur couleur de peau, du fait de leur orientation sexuelle, de leur orientation de genre et de bien d'autres choses. Et ça, c'est un projet en même temps fascinant et très excitant, bien sûr. Et je crois qu'on en a vraiment très très besoin, en particulier dans ce pays où l'histoire est une discipline tout à fait fondatrice, puisque nous avons refondé la nation à partir de la Révolution, et que cette refondation, elle s'est faite en grande partie sur une nouvelle mythologie nationale. Et que cette mythologie nationale, elle écarte des pans entiers de ce qui constitue le pays même. De manière générale, on peine à avoir des recrutements de maîtresses de conférences, de maîtres de conférences ou de professeurs ou de professeuses dans ces domaines. Donc il y a un déficit d'institutionnalisation. Mais il y a aussi qu'est-ce qu'on dit. Voilà, qui fait cette histoire, qui l'enseigne et qu'est-ce qu'on met dedans en fait. Et ça, c'est un énorme travail, mais il va bien falloir qu'on s'y mette. Il y a du boulot, mais c'est fondamental, évidemment.
Je vous remercie chacune pour vos interventions, pour vos travaux, pour ce que nous avez transmis. Merci. Merci à mes 4 invités. Je vous recommande vivement de plonger dans leurs livres passionnants. On vous a mis toutes les références sur le site internet de Binge Audio, binge.audio, ainsi que sur nos réseaux sociaux. Avec Naomi Titi, la productrice de l'émission, on retient 3 grandes idées pour nous faire justice par l'histoire. D'abord, qu'un élément important de la silenciation des femmes dans l'histoire, c'est la prétendue absence d'archives ou de sources qu'il faut parfois tout simplement chercher, là où avant elles n'intéressaient personne. Deuxièmement, que déterrer l'histoire silenciée des femmes et de leur résistance, ça peut être très utile pour nos luttes féministes actuelles pour mieux révéler l'ampleur des violences faites aux femmes et à toutes les minorités et s'inspirer des combats de nos aînés. Et enfin, évidemment, que le savoir, c'est le pouvoir. Plus on connaît notre histoire et mieux on peut se battre. Si vous voulez entendre plus longuement Christelle Tarot et Eliane Viennot, vous pouvez retrouver leurs entretiens dans des épisodes précédents des Couilles sur la table. Merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, à Naomi Titi, productrice, à Paul Berthiaud, ingénieur du son, Lucille Leboutet, assistante de production, Lise Niederkorn, chargée des événements extérieurs, et un grand merci à l'équipe de Columbia University, en particulier à Andrew Wells, à Charlotte Force et à Séverine Martin. Et enfin, merci à vous qui écoutez, et merci à toutes les militantes et les militants féministes qui se battent depuis des siècles et des siècles pour que nous tous, un jour, on puisse peut-être enfin vivre dans un monde juste.